préfère que la vidéo soit uploadée en temps et en heure, Ouais. qu'elle soit peut-être moins bien, mais qu'elle soit là, quoi. Ok. Et qu'elle soit faite Ouais. et que je ne dois pas attendre 2 semaines avant de la ressortir. Non, je préfère que ça soit terminé le plus rapidement possible, de l'uploader en temps et en heure, que de me dire ah j'aurais peut-être pu faire ça, faire ça. Non, je le ferai sur la prochaine vidéo. Autant de dire tiens je vais améliorer la Ouais, prochaine c'est ça. que jamais sortir la première. Merci d'avoir accepté mon invitation. Grand plaisir, merci à toi. Bienvenue dans le podcast du Start. Alors les gens te connaissent sous le nom de Greg Zoué. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer ton projet, ce que tu fais, ton activité et pourquoi tu as démarré ça? Bah donc, moi ça faisait depuis 6 ans que je faisais de la vidéo, beaucoup d'événementiels et ce que je remarquais principalement c'était que c'était un peu les vidéos personnelles qui me bottaient le plus à faire. J'avais des bonnes réactions, je trouvais ça chouette de partager des vidéos personnelles sur Facebook et donc j'ai créé ma page il y a bien longtemps. Ouais. J'ai pas vraiment prêté beaucoup d'attention et puis j'ai fait mon business pendant 4-5 ans et puis je me suis dit bon, je vais arrêter mes études pour m'y mettre à 100%. Ouais. Et là, je me suis dit que c'était quelque chose d'intéressant en termes de communication, de partage et qu'il y avait moyen de faire un business de ça. J'y suis Ok. pas encore, Ouais. mais c'est en bonne voie. mon objectif. Enfin, Ok. voilà. Et donc ça fait déjà quand même pas mal de temps. Enfin, moi je pensais que c'était assez récent parce que je t'ai vu décoller, Ouais, t'as ouais. explosé. Enfin, ça fait En fait, j'ai commencé à 15 ans à faire des vidéos. Ouais. C'était mon gagne-pain pendant 4-5 ans. Et puis je faisais aussi mes études à côté. Ouais. Et puis quand j'ai arrêté, je me suis dit bon voilà, il va falloir passer la vitesse, supérieure. Donc là, j'ai vraiment commencé à me dire voilà, c'est mon rêve depuis des années de faire des vidéos de voyage. Comment est-ce que je peux le réaliser? Ouais. Bah, c'est en prenant un vol et en faisant des vidéos de mon voyage, donc c'est ce que j'ai fait. Ok. C'était assez marrant. Donc en fait, tu étais aux études et en Ouais. fait ton projet de vidéo c'était sur le côté. Ouais. Puis tu t'es dit ok, c'est vraiment ça que je veux faire. C'était et, 50-50, je faisais mon business en même temps, je faisais mes études, mais c'est un peu difficile de continuer des études quand tu sais que tu as un plan B. Surtout que ça fonctionnait bien, je veux dire, j'avais beaucoup de clients, j'en ai toujours assez, je veux dire, j'avais beaucoup de clients et donc en fait c'est parce que j'ai commencé à avoir beaucoup de propositions de voyages à l'étranger, de projets à l'étranger que là je me suis dit bon, Greg, tu as 20 ans, on te propose d'aller filmer en Birmanie, ce serait… Tu te dis quand même, c'est une opportunité que c'est tu peux con, pas rater. ouais. Quoi. Tu t'en voudrais. Tu te dis c'est con, j'ai la chance de l'avoir, alors pourquoi pas le faire c'est quoi. ça. Et puis je savais que j'avais des clients des projets dans les 2-3 prochains mois, donc je savais que potentiellement il y avait moyen de se débrouiller. Puis au pire, tu pouvais toujours retourner aux études si jamais ça marchait pas. Quoi. Ouais, mais c'était pas vraiment ma vision parce qu'en fait j'ai fait un an et demi, enfin j'ai 10 chèques, j'ai doublé ma première puis j'ai recommencé. Pendant ces 1 an et demi, ça m'a permis de savoir que c'était vraiment pas les études. D'accord, ok. C'était pas ça que je voulais faire, quoi. C'était les vidéos et donc quand j'ai arrêté, j'étais déterminé, je savais que… T'as tout de suite ressenti que c'était ok, c'est vraiment ça que je veux faire. Ouais, c'était ça. Enfin, je le savais depuis déjà bien longtemps, mais là j'étais sûr, en tout cas que c'était pas les études. Donc, je me suis dit voilà, on va faire les vidéos à fond et on va essayer de… Et comment ça t'est venu l'envie de faire des vidéos? Est-ce que tu as vu des gens qui en faisaient et tu t'es dit putain je vais essayer? Alors ça c'est Mathias Woronoff qui m'a… S'il entend, peut-être que… Mais c'est un pote en vacances qui avait une GoPro et en rentrant des vacances je me suis dit ok, il faut que je m'achète une GoPro. Je me suis acheté cette GoPro puis je sais pas, avec la joie des réseaux sociaux, c'est que quand tu partages quelque chose, tu as les réactions directement et donc là c'était un peu nouveau les vidéos GoPro donc tout le monde un peu aimait bien et donc ça motivait à en faire plusieurs et donc j'ai continué là-dedans et puis j'ai eu le mariage de ma sœur, j'ai fait mon premier business, enfin c'était mon premier contrat entre guillemets, mon premier vrai projet et en vidéo ce qui est chouette c'est que les gens te jugent pas parce que tu es mais parce que tu fais. Donc j'avais beau avoir 15 ans, avoir une caméra qui payait vraiment pas de mine.
Les gens, ils avaient vu ma vidéo finale, ils étaient contents et alors ils se disaient ah, je veux la même pour mon mariage. Et puis au final, ça a démarré comme ça. Et puis au final, tu as un mariage, donc tu prends contact avec des gens qui sont dans la vie active. Donc le type il se dit ah mais en fait j'ai une boîte, j'aimerais bien faire une vidéo. Donc ça c'est vraiment en fait fil en aiguille. Oui, fil en aiguille. Et ce qui est impressionnant dans le secteur de la vidéo, c'est que, enfin comme un peu partout j'imagine, c'est que tu peux vraiment choisir où tu veux t'épanouir, dans le sens où si tu as envie de continuer des mariages, si tu aimes bien ce que tu fais, tu vas faire des bonnes vidéos. Ouais. Donc si tu fais des bonnes vidéos, eh ben, les gens ils aiment bien ton travail. Donc je veux dire, tu fais une vidéo, hop, tu as d'autres propositions de mariage. Enfin, tu vois, c'est un effet boule de neige. C'est un effet boule de neige. Et donc voilà, si tu n'aimes pas les mariages, il faut trouver un autre projet et essayer de creuser là-dedans, de faire du bon taf et d'avoir… Et du coup, comment tu as changé de client? Tu es passé du mariage parce que tu fais plein d'autres choses maintenant. Ouais. Tu fais des rallyes. C'est comme ça. Je faisais des mariages, j'ai eu un moment une corporate, une vidéo d'entreprise. J'étais trop motivé, donc tu essayes de faire plein de trucs un peu créatifs qui changent un peu du décor des vidéos, des grosses boîtes, etc. Et donc ça plaît aux gens et ainsi de suite. Okay. Et donc tu pioches vraiment enfin tu choisis ton chemin. Tu as vraiment pas mal d'opportunités. Tu prends un rallye, si tu n'as pas envie de le faire, tu ne le fais pas. Si tu le fais, tu vas à fond et évidemment tu sais bien que si tu fais une bonne vidéo, les concurrents risquent de le voir et risquent de te demander, derrière, etc. Moi aussi je veux une vidéo sur mon rallye, etc. Ouais. Donc tu vois, donc en gros, tu fais ce que tu aimes, tu fais du bon travail et comme tu fais du bon travail, derrière tu as des opportunités qui suivent. Quoi. Et c'est ça, quand j'ai arrêté mes études, c'est ça que je me suis dit bon, est-ce que tu as envie de faire de la qualité ou de la quantité? Est-ce que tu as envie de créer ta boîte de prod ou est-ce que tu as envie de continuer vraiment à faire ce que tu kiffes quoi? Et donc je me suis dit bon, moi j'ai envie de faire ce que je kiffe. Et donc c'est vraiment comme tu dis, c'est je choisis les projets qui me plaisent, je prends mon pied quand je filme, je prends mon pied quand je fais le montage, je rends du bon boulot et donc les clients sont contents. Et c'est un effet boule de neige, tu as plus de demandes et après tu peux jouer sur les prix. Bien intéressant à ce moment-là. Etc. Quoi. Et donc tu as une structure ou tu es en indépendant? Je suis en indépendant. Peut-être qu'un jour je passerai en boîte, mais là comme je me suis lancé il n'y a pas vraiment longtemps, je préfère d'abord commencer en indépendant. C'est plus simple, faire la comptabilité, etc. Tout est un peu plus simple. Et donc tu es tout seul là-dessus? Tu n'as pas d'équipe derrière? Je suis tout seul, je compte pas. J'ai pas envie de sous-traiter, donc pour l'instant j'aime beaucoup faire un projet à fond. Okay. Maintenant c'est pas dit que quand tu arrives à un certain stade, tu as besoin de personnes qui viennent t'aider pour… On peut toujours demander un peu d'aide, un peu d'appui si jamais il y a besoin. Ça de façon, mais en indépendant pour l'instant. Okay. Donc tu as fait 1 an et demi d'E-Chèque. Tu as décidé d'arrêter. Comment est-ce que ton entourage a réagi à ce moment-là? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Comment ça s'est passé au niveau de la discussion, au niveau de l'annonce? En fait, justement, c'est que grâce à ces 1 an et demi d'E-Chèque, la discussion, il n'y en avait pas. Ok. C'était que je savais vraiment, quand j'ai arrêté, en fait, c'était réfléchi dans le sens où j'avais eu des rendez-vous avec vraiment des grosses opportunités de projet. Et donc là, le front est tombé. J'en parlais même à mes clients et ils me disaient tous, ils me disaient écoute, t'es pas mon fils donc je m'en fous, donc, mais voilà, ton business il est là, tes clients ils sont là, tu peux pas vraiment te planter, donc vas-y. Puis après j'ai pris contact avec une conseillère d'orientation qui m'a fait le même discours après grosse discussion, qui m'a très fort aidé là-dedans. Et quand tu as le soutien de beaucoup de personnes, j'avais pas demandé l'avis de mes parents parce que l'avis de mes parents je le savais. C'était ingénieur commercial. Je veux dire, voilà, c'était les études évidemment. C'est logique, tout parent veut une sécurité entre guillemets pour ses enfants. Donc quand j'ai arrêté, voilà, je l'ai annoncé. Tout le monde s'en doutait, mais voilà, il disait tant mieux pour lui. Et mes parents, évidemment, c'était un autre discours. Ils comprenaient pas tellement. Surtout qu'il n'y ait pas eu de discussion. Mais moi justement, une fois que j'avais pris la décision, je leur ai dit voilà, il n'y a pas de seconde cesse, il n'y a pas de oui peut-être, non, je vais faire quand même cet examen. Tu vas à fond, soit tu t'arrêtes, soit tu continues, mais si tu doutes, tu te plantes. C'est juste pas être 50-50 dans les deux, tu prends un chemin. J'avais été 50-50 pendant 1 an et demi et là je savais vraiment, il fallait juste que je mette les pieds dans le plat, que je fonce et c'est ça. Enfin, je me souviens, j'ai peut-être douté 2 fois 15 minutes. Quoi. D'accord, ok. Mais à chaque fois après 15 minutes, je disais ok Greg, non.
tu foires. Enfin, si tu doutes, tu vas te planter. Donc fonce et sens les choses. Ok. Et donc, tu as douté. Ce que les entrepreneurs peuvent avoir de temps en temps, c'est le syndrome de l'imposteur. De l'imposteur. Au final, c'est une voix qui te dit mais qui je suis pour faire ça, qui je suis pour réaliser ces vidéos, qui je suis pour faire ce business. En gros, tu te dis est-ce que j'ai vraiment la légitimité de faire ce que je fais? Est-ce que tu l'as eu, ce syndrome-là, ou pas du tout? Non, pas vraiment. Et en fait, le fait que ça faisait quand même depuis longtemps que je faisais ce business, il y a toujours un truc que j'ai appris, c'est vraiment il faut sentir les choses. Et je sais pas, je le sentais. Donc je t'avoue que je me posais pas vraiment de questions. J'ai toujours, enfin tu vois, quand je sentais que je devais accepter ce projet, même si je gagnais pas beaucoup d'argent, tant pis, je le faisais. Et au final, ça me rapportait quand même de plus grandes choses. Donc tu vois, sentir les choses et je sais pas, j'ai pas vraiment eu ce syndrome. Évidemment, tu te sens un peu à part et tu te dis, qu'est-ce que je fous? Pourquoi moi? Non, je sais pas, je l'ai senti, je l'ai fait, voilà. Donc, tu t'es pas trop senti en décalage. Tu dis pourquoi moi? Il n'y a pas eu un sentiment de décalage par rapport aux autres gens de ton âge, justement? Si. Mais ça, le sentiment de décalage, je l'avais depuis longtemps, parce que entre guillemets, quand j'étudiais pour l'e-chèque, j'avais envie de faire mes vidéos. Quand je faisais mes vidéos, je devais étudier pour l'e-chèque. Donc ma vie sociale entre guillemets a toujours été un peu limitée. T'étais fort pris par ton projet, etc. En fait, c'est juste que quand j'étudiais, je rêvais de faire mes vidéos. Quand je faisais mes vidéos, je faisais mes vidéos, donc j'étais content. Je rêvais pas d'étudier à l'e-chèque, mais tu vois, quand je faisais autre chose, j'étais pas content. Donc au final. Voilà, j'étais déjà habitué à être complètement décalé, à refuser des vacances pour des projets, à pas avoir la vie sociale normale. La vie sociale d'un étudiant. Là, ça veut dire que tu as une passion, quoi. Tellement passionné par ton truc, c'est que ça passe avant. Et c'est génial. Il y a plein de gens qui n'ont pas de passion, justement, qui n'ont pas de passion à ce point-là. Et du coup, je pense que c'est quand même une bonne chose d'avoir quelque chose qui te motive à ce point-là. Mais c'est intéressant parce que le deuxième invité de ce podcast, qui s'appelle Philippe, il avait la même sensation que toi. C'est-à-dire que quand il était en blocus, il pensait à faire son business. Quand il faisait son business, il le faisait, mais il y avait ce sentiment de culpabilité parce qu'il disait je devrais étudier. Et vous avez tous les deux pris la même décision, ok, j'arrête, je me consacre à fond sur ce que je veux faire. Et au final, ça a super bien marché pour vous deux. Donc, est-ce que tu recommanderais à un étudiant qui a ce même dilemme d'arrêter, prendre une pause, se consacrer à son envie de faire ce business ou de faire sa passion? Moi je dirais principalement qu'il doit le sentir, dans le sens où moi c'est 1 an et demi d'e-chèque qui m'ont vraiment mis l'énergie, qui m'ont juste permis de maintenant on peut plus m'arrêter dans le sens où c'est comme une flèche de tir à l'arc, quoi. Je veux dire, c'est 1 an et demi d'e-chèque où tu tends bien et puis le moment où tu lâches, c'est parti, quoi. Dans le sens où si quelqu'un a un business, je sais pas, moi je trouve que les gens tu dois le sentir dans le sens où si ça se passe pas, si tu n'arrêtes pas les études, peut-être que tu le feras après, mais c'est comme ça que ça doit se passer. Si tu en as vraiment marre, t'en peux plus, continue jusqu'au moment où voilà, il y a un moment où tu as le choix et le choix devant toi et tu es là, ok, merde, là j'en peux plus, là je suis prêt à dire fuck aux études, je suis prêt à dire merde à tout le monde et à… Enfin, tu vois, t'es prêt à te lancer. T'es prêt à te lancer, quoi. Faut le sentir et parfois on le sent pas. C'est que c'est pas le bon choix, quoi. C'est tout. C'est qu'il fallait faire des études. C'est qu'il fallait. Mais donc je reviens sur la démarche d'avoir des clients. Donc tu dis que voilà, tu as fait du bon travail, donc les gens viennent te voir. Mais est-ce que tu as déjà dû démarcher quelqu'un? Pas vraiment. Déjà parce que, je sais pas. Non, j'ai jamais vraiment démarché des gens, mais dans le sens, j'ai déjà provoqué la chance. Tu fais en sorte, si tu as un client, si j'ai un client que je veux vraiment, que j'aimerais vraiment bien parce qu'il a un chouette projet, je fais en sorte de le voir, pas vraiment le démarcher directement dans le sens où j'ai pas envie de vendre mes vidéos directement, mais de le voir quelque part, hop, de lui parler que moi je fais des vidéos. Tu glisses un peu, tu y vas progressivement. Et oui, j'y vais progressivement et parfois ça marche pas, mais c'est…
Pas démarché directement, mais comme je dis, c'est vraiment. Enfin, je sais pas, un moment, j'avais envie de travailler. J'ai travaillé pendant 10 mois dans une start-up, Menu Next Door. Ouais, sympa. C'était un de mes projets. Quand j'étais aux études, je me dis, purée, cette boîte est quand même géniale, je pourrais bien m'amuser là-bas. Ouais. Et voilà, ma sœur m'a dit, ah, je fais un Menu Next Door. Je me suis dit, tiens, je vais y aller. J'avais rien à faire, j'avais arrêté mes études. Enfin, je venais d'arrêter mes études, donc j'avais quand même 2 semaines de transition. J'avais pas de projet. Donc c'était 2 semaines où je devais, moi, préparer. Faire la transition. À faire la transition. Ma soeur m'a dit je fais un Menu Next Door, j'ai fait ok, je viens filmer gratuitement pour eux. Tu vois. Donc c'est un peu provoquer la chance. Quoi. Et donc là évidemment j'ai rencontré celui qui gérait la Belgique et donc hop, tu glisses un mot, tu dis écoute je viens d'arrêter mes études, je suis bouillant. C'est intéressant ce que tu viens de dire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais lui il a réussi, il fait des vidéos super, il est parti en Guadeloupe, filmer des montres, il a eu de la chance. Non, il n'a pas de chance. C'est du travail. Même les gens disent le talent, que j'ai un talent pour les vidéos, oui, je peux peut-être en avoir un, mais ça fait depuis 6 ans que je bosse pour ça. C'est pas arrivé du jour au lendemain, tu t'es pas levé un jour, ah bah tiens je fais des vidéos et bam j'ai un résultat qui claque directement. Non, et surtout la chance dans les clients, c'est vraiment, enfin je sais pas, tu prends l'opportunité, comme tu dis le projet de la Guadeloupe, j'étais aux Philippines et il m'appelle. Il me dit Greg, on a besoin de vidéos pour demain. Ouais. Ben, tu vois, j'aurais pu très bien dire, écoute, désolé, je suis en vacances ou j'en sais rien, je suis occupé. Voilà, j'ai pas envie de faire ton projet, quoi, tu vois. Donc c'est vraiment tu prends l'opportunité et voilà, parfois c'est chouette, parfois. Mais il y a, je sais pas si tu connais Navo qui a créé la série Bref. Bref, tu vois, c'était en 2011. Le co-réalisateur s'appelle Navo, il disait la chance respecte ceux qui la respectent. Ouais. En fait, tu saisis les opportunités, au final tu deviens chanceux, c'est exactement ce qui t'est arrivé. C'est hyper intéressant. Et il faut un peu démystifier ce que les gens ont tendance à dire, oui, il a de la chance, moi ça ne m'arrivera pas. Ouais. Même chose, tu as pris 6 ans pour arriver à ce résultat-là. C'était un processus. C'est quoi ton rapport à la patience? Est-ce que comment est-ce que tu vois la patience? Est-ce que tu te dis que c'est quelque chose de capital? Est-ce que tu te dis qu'il faut parfois aller plus vite? Si tu regardes le projet, pas la carrière, si le projet, la carrière entre guillemets, sur le long terme, oui, clairement il faut de la patience. Maintenant, moi je sais que j'adore la vidéo parce que justement j'ai pas de patience, dans le sens où je filme, je monte, j'ai le résultat. Et tu vois, je sais que c'est un processus rapide. Maintenant, si tu regardes le projet dans l'ensemble, faut avoir de la patience, mais tout en étant ultra motivé. Tu peux pas dire. Faut être enthousiaste, motivé, vouloir faire les choses, et se dire qu'au long terme ça payera. Voilà. Et vraiment se dire que, comme tu dis, au long terme ça payera, et ça te permet en fait de suivre un peu de le sentir, de regarder un peu à gauche, à droite, et de prendre une direction que tu sens, et puis arriver là où tu veux. Quand tu sors du cadre et que tu deviens indépendant, comment est-ce que tu fais pour être discipliné? Donc dans ton cas, tu étais passionné, donc forcément je pense que tu n'as pas eu de problème de te dire il faut que je sois discipliné, il faut que je travaille de telle heure à telle heure. Mais comment tu fais pour avoir un peu un cadre au niveau de ton horaire, pour être sérieux au niveau de ton travail, etc. et pas au final dire au final je suis libre, je fais un peu ce que je veux? C'est un peu le plus difficile, surtout quand tu as 21 ans et que tes potes sont aux études. Mais déjà de base, comme ça fait depuis longtemps que je m'enferme entre guillemets dans mes vidéos, évidemment, il y a des opportunités qui viennent à moi, mais j'ai l'habitude de dire non. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'organisation, comment est-ce que je fonctionne? Je fais toujours un peu en dernière minute entre guillemets. Mais, sous la pression. Sous la pression, mais maintenant j'apprends à m'y mettre beaucoup plus tôt, à travailler plus à mon aise, mais je respecte, je sais que je suis beaucoup plus créatif. Il y a beaucoup, c'est pas une part d'artiste, mais tu dois quand même être très créatif, donc tu peux pas te mettre des journées de 8 heures devant ton ordi à faire du montage. Il y a un moment où, tu peux quand tu as l'inspiration, mais il y a un moment où si ça va pas… change, va t'aérer la tête. Tu vas faire
tu vas t'aérer la tête et puis pas grave si tu travailles de 23 ou à 3 h du mat. C'est ça, tu as cette liberté aussi qui te permet de te dire voilà, je travaille quand j'en ai envie et surtout quand je suis efficace. Quoi. Ouais, c'est vraiment ça, je travaille quand je suis efficace, j'aime beaucoup bouger la journée. Donc je profite souvent de la journée, de l'après-midi pour filmer et puis le soir ou le matin j'en profite pour faire tout ce qui est montage, etc. Ce qui est un peu difficile parce que les clients, eux, ne travaillent pas toute la nuit non plus sur le même horaire. Donc ça c'est un peu difficile, mais voilà, ça reste faisable. Et c'est quoi tes sources d'inspiration? Tu me dis justement, voilà, tu ne peux pas rester 8 heures devant ton ordi, tu as besoin d'avoir des inspirations. En fait, c'est marrant. C'est quoi tes inputs en fait? J'ai des phases où je filme pendant vraiment longtemps et puis après, clairement, les projets, tu vois, ça va, ça vient. Donc, parfois, tu as clairement des moments de pause. Et là, comme tu as toujours des trucs à faire avec comptabilité, etc., ça te bloque un peu chez toi. Donc, au final, parfois, je reste chez moi devant mon ordi et ma source d'inspiration, c'est la même depuis 6 ans, c'est YouTube. Enfin, au final, tu fais ta comptabilité, puis tu en as marre, hop, tu checkes sur YouTube des vidéos, tu retombes sur d'autres vidéos. Et... Il y a des vidéastes en particulier que tu regardes beaucoup? Le plus connu, c'est mon seul et unique modèle, c'est Casey Neistat. Mais lui, j'adore. Je pense que si tu regardes un peu des vidéos sur YouTube, tu es obligé de… Tu tombes sur lui d'office. D'office que tu tombes sur lui. Mais c'est un peu ma seule source, enfin pas ma seule, mais c'est une grande source d'inspiration tant au niveau vidéo aussi, au niveau personnel. Au début, je veux dire. Au début, il était très focus sur sur le travail, sur la motivation, etc. Maintenant, c'est un peu autre chose, mais ça reste. Mais il a une très chouette histoire, Il a une histoire inspirante, je trouve. Oui, ça motive. Il dit des choses. Évidemment, quand tu es dans le même, je suis un peu dans le même cas que lui. Évidemment, je me sens beaucoup plus touché par ce qu'il dit, donc tu te dis ok, je vais faire comme lui, je vais faire ça. Mais autre question qui n'a rien à voir avec l'inspiration, c'est comment tu fais pour gérer l'imprévu? Comment tu fais? Mais ça, il faut être roi. Comment tu réagis quand il y a un imprévu qui se présente? C'est quoi ton attitude par rapport à ça et comment tu fais pour trouver une solution quand un imprévu se présente? De base. Dans ce que je fais, tu dois toujours avoir des imprévus dans les timings de projet, je veux dire, quand tu fais de la vidéo, s'il n'y a pas de soleil, s'il n'y a pas de… Enfin, tu vois, tu as plein de restrictions. Il y a des trucs que tu ne peux pas contrôler. Oui, que je ne peux pas contrôler. Donc, comme je le fais par passion, c'est des imprévus, mais je m'en fous de prendre 3 jours de plus, je m'en fous de… Enfin, tu vois, le but, c'est… comment est-ce que je gère l'imprévu? C'est en étant ultra flex parce que je sais que j'adore ce que je fais, donc ça ne me dérange pas de gratter sur le budget et de me dire voilà, j'ai peut-être perdu de l'argent ou j'en sais rien. Et ça gêne jamais les gens parce que si tu dois délivrer une vidéo pour une date précise, eux ils sont au courant. Ils sont au courant, ils savent. Eux ils savent que voilà, je peux rien faire s'il n'y a pas de soleil, s'il n'y a pas des… Et au final les gens, je pense que les gens sont assez cool. Au final tu peux travailler pour une grosse boîte, réaliser une vidéo pour une boîte, mais au final tu parles quand même à un être humain qui comprend finalement que tu peux pas le gérer. Oui, totalement. Et puis au final il y a aussi une différence entre prendre un mec comme moi et prendre une équipe de 20 personnes qui eux peuvent tout gérer. C'est ça. Alors moi je veux bien, mais je dis au client écoute, tu rajoutes 2 € sur la facture, il n'y a pas de souci. Mais je veux bien prendre 20 personnes, mais c'est pas le même trip. Donc eux ils se disent bon c'est pas grave, j'attends 2 jours, mais je paye pas le même prix que si c'était une bonne top prod officielle. Enfin, une grosse. Tu as beaucoup d'opportunités, donc tu fais du bon travail, il y a des gens qui viennent vers toi. C'est quoi ta technique ou comment tu sais, tiens, ça c'est une bonne opportunité, je la prends, celle-là est un peu moins bonne, je vais savoir dire non, je vais réussir à dire non. Comment tu fais ton tri en fait? En fait, dire non, j'ai eu beaucoup de mal à dire non à des projets parce que tu as un peu la peur de ne pas en avoir après. Donc, mais maintenant, en fait, j'ai compris, ma règle, c'est vraiment, tu fais un projet que tu aimes, tu auras de toute façon 2 opportunités qui vont se présenter. De toute façon, parce que la vidéo sera bonne, le client sera content. Et dans le business, quand le client est content, parce que tu t'es donné, tu as fait vraiment le travail à 100% et tu t'es donné beaucoup plus que prévu, il ne peut que te recommander. Donc maintenant, j'apprends à dire non pour les projets que j'aime moins. Et j'ai plus vraiment cette peur de ne pas avoir de contrat parce que je le sens et donc je sais que je
je sais que peut-être qu'en dernière minute, il va y en avoir un. Enfin, je veux dire, tous les projets, je peux jamais les prédire. Le projet en Guadeloupe, j'étais aux Philippines, il m'appelle, il me dit Greg, on a besoin pour demain. Enfin, tu vois. Donc tu es parti des Philippines, tu as filmé aux Philippines directement? J'avais un projet aux Philippines et ça c'est aussi, ça rejoint un peu la question de l'opportunité, la chance, etc. C'est que moi je veux avoir des projets où je voyage et donc à chaque fois je prends toutes les opportunités que j'ai pour voyager. Donc on m'a envoyé aux Philippines, j'ai dit écoute, ben voilà, comme le vol est inclus, etc. Est-ce que tu peux prendre le vol 2 semaines après? Comme ça moi je voyage à mes frais, mais je vais faire ça intelligemment, je ne vais pas voyager pour que faire des vacances, je vais faire mes vidéos, je vais faire le plus possible de vidéos, comme ça j'arrive à communiquer sur ce voyage et faire un peu parler de moi entre guillemets, comme ça les gens vont dire ah mais en fait j'ai mon père qui a une boîte, enfin tu vois, ça fonctionne toujours comme ça. Et donc au plus je poste, au plus j'ai de contrats. Et donc voilà, j'ai posté des vidéos, lui, celui qui m'a contacté pour Icewatch, j'imagine qu'il a dû voir une de mes vidéos, il s'est dit ah mais tiens, on a justement besoin d'un gars pour ce projet-là, je vais l'appeler. C'est du bouche à oreille au final de la recommandation et voilà, c'est comme ça que ça. C'est tout via Facebook. T'es uniquement sur Facebook, pas d'autres plateformes Facebook, en fait ce que j'aime bien avec Facebook, c'est que c'est beaucoup plus polyvalent. Tu peux poster des photos, des vidéos de 360, des niveau gifs. support, t'as tout. Oui, c'est hyper, t'as tout. YouTube, c'est beaucoup plus fermé, donc c'est plus difficile. Il y a plus de concurrence sur YouTube Oui, évidemment, c'est que de la vidéo, mais tu trouves que tu peux percer plus facilement si tu veux lancer quelque chose sur Facebook? C'est juste que Facebook, tu as tous tes potes déjà de base, tu as tous les potes des potes, donc ça va, je veux dire, le bouche à oreille va beaucoup plus vite, tu as beaucoup moins de personnes sur YouTube, mais une fois que tu décolles sur YouTube, je pense que ça va beaucoup plus vite, en effet boule de neige sur YouTube. Donc les deux ont des avantages, des inconvénients, mais c'est vrai que peut-être pour le début, Facebook est plus simple. Et parce que voilà, quand tu postes une vidéo, tu peux aussi la partager sur ton profil privé, donc les gens qui te connaissent voient les vidéos et comme le business est un peu basé sur le bouche à oreille, surtout en Belgique et à Bruxelles. C'est un petit monde, hein, donc forcément c'est sur la recommandation que ça se passe. Donc tu touches vite des personnes que tu n'aurais jamais imaginé atteindre et tu as des opportunités qui s'ouvrent à toi. Au-delà des vidéos, tu as un autre projet de Forest. Est-ce que tu peux expliquer en quoi ça consiste? Ça on est deux dessus, c'est avec Jérôme de Trossenberg. Je sais pas, et on s'est vu et il m'a dit Greg, j'ai envie de construire une tiny house. Et donc je t'ai dit faisons-le. Et donc moi je me suis dit ce serait quand même une bonne opportunité à prendre et donc on a foncé dans le projet. C'est vachement chouette comme projet et ça diversifie aussi un peu les je veux dire, je fais pas que des vidéos, je fais aussi ça. Bon, c'est complètement. c'est différent. Le rapport de temps est très différent, mais c'est intéressant surtout de lancer un projet à deux. C'est différent. Oui, évidemment, c'est différent. C'est complètement différent. J'apprends beaucoup de choses là-dessus et c'est chouette d'avoir une main autre part que les vidéos. Mais ce projet, je l'ai fait surtout parce que je me suis toujours, pendant toutes mes années d'études, je me suis toujours dit, purée, mais avec les vidéos, j'ai l'outil ultime de communication. Donc je pourrais lancer n'importe quel projet. Et ce projet, c'est un peu un test en mode, tiens, est-ce que ça marche vraiment de créer un projet comme ça et de communiquer full en vidéo dessus. Et donc là, on a bientôt terminé la tiny house, donc on pourra. J'ai pas encore expliqué ce que c'était, mais en bref, c'est une construction de tiny house pour la louer aux particuliers. Ok, sympa. Et tu disais justement que c'est tout à fait différent de travailler à deux que de travailler tout seul. Comment tu fais pour gérer la relation avec un pote avec qui tu travailles? Comment tu fais pour, je vais pas dire séparer les deux, mais comment tu fais pour pas, si jamais il y a des embrouilles sur ton projet, pour pas que ça te déteigne sur la qualité de ta relation avec ton ami, quoi? On reste très flex, on reste très indulgent, on comprend, on n'a pas vraiment, si on a des gros enjeux, les enjeux sont grands mais pas énormes, donc oui on a un petit stress, mais on reste vraiment très flex et je sais pas, moi je laisse les choses aller. Le projet s'est pas du tout passé comme on le voulait, dans le sens où moi je devais être normalement beaucoup plus disponible pour ce projet. Ça, justement, alors on a demandé beaucoup plus d'aide par des potes qui sont venus prendre ma place entre guillemets. C'était pas prévu, on a pris
des gens qui travaillaient pour nous, enfin pour moi entre guillemets. Ouais. Donc c'était pas ça le deal de base quoi, mais voilà, lui il pouvait comprendre que tu avais d'autres choses sur le côté et qu'il y avait que parfois voilà, on ne pouvait pas tout prévoir. Donc voilà, voilà, le but c'est que le projet se termine, le but c'est que ça se passe bien, donc ça sert à rien non plus d'être strict et de se dire ah mais c'était pas ça qu'on avait prévu. Mais, donc être assez souple et surtout d'avoir de la compréhension avec pour la personne avec qui on travaille. Et beaucoup de confiance. Ouais, la confiance. Moi je laisse, je fais les vidéos, j'aide parfois à construire, mais comme je suis pas souvent en Belgique c'est un peu difficile. Ouais. Donc lui s'occupe de tout ce qui est budget de construction. C'est plus son dada évidemment que moi. Ouais. Mais voilà, je lui fais 120% confiance et je vais pas commencer à faire des chichis pour rien. Tu vois, c'est à bon entendeur, on va dire. Ouais, voilà. Ok. Et c'est quoi la structure qu'il y a derrière puisque vous allez faire de la location? On va faire la location. Pour l'instant, c'est un peu la question qu'on se pose parce que le projet arrive à la fin. Donc on sait pas encore ce qu'on va faire. On va tester d'abord pour voir si ça fonctionne, pour voir vraiment si ça peut fonctionner. Ouais. Et quand on est sûr et certain que ça peut fonctionner, alors on essaiera de lancer un truc. Et donc vous avez construit la maison avant de tester qu'il y a une demande derrière? On sait. En fait, il y a Tom de Dorlodo qui lui c'est un. Oui, non, je vois, il est venu faire une conférence chez You Start Namur. Voilà. Et lui il fait aussi les tiny houses et on sait que c'est un marché très prometteur. Okay. En tout cas, lui, sa tiny house elle cartonne, donc on s'est dit pourquoi pas la nôtre. Oui, c'est ça. En fait, tu savais qu'il y avait quelqu'un qui le faisait déjà, donc tu t'es dit. Je savais c'était pas un concept trop nouveau en Belgique, mais il n'y a pas beaucoup de tiny houses en Belgique, donc on s'est dit tiens, c'est une occasion à prendre. On va essayer. Et puis de toute façon, si ça fonctionne pas, on avait des plans B dans le sens où l'un pouvait reprendre les parts de l'autre et s'arranger à l'amiable. Donc voilà, mais moi je suis sûr que ça va fonctionner et lui aussi. Okay. Et c'est en bon vent. Donc, Si moi demain je veux construire une tiny house, comment je fais? Je peux te dire que c'est pas très simple. C'est pas si simple. En fait, il y a beaucoup de démarches. Tu dois d'abord avoir un terrain déjà. Il faut avoir le terrain. Nous, on l'avait déjà, donc c'était beaucoup plus simple. Mais il faut contacter un architecte, il faut trouver un architecte. Il faut avoir des contacts. Faut construire la structure, la tiny house. Faut avoir beaucoup de connaissances. Main-d'œuvre, avoir un réseau, quoi. Oui, il faut avoir beaucoup de connaissances de personnes et connaissances sur la construction. Okay. Jérôme est très bon là-dedans, donc évidemment ça facilite. Moi j'aurais été incapable de le faire. Ça a toujours été mon rêve. Je pense que je l'aurais peut-être commencé, mais je ne sais pas si j'aurais réussi à le terminer. Peut-être avec Jérôme qui lui avait les connaissances nécessaires. Enfin connaissances, on dit il connaissait les gens ou il avait les connaissances au niveau matériel, construction, etc. Il avait les connaissances au niveau construction. Enfin, il a les connaissances au niveau construction et les connaissances au niveau personne. Ok. Parce que il travaille. Comme si tu devais donner un conseil, comment tu t'y prendrais pour développer un peu ton réseau, développer la taille, le nombre de personnes que tu connais? Comment tu t'y prends pour augmenter ton carnet de contacts? Être présent. Enfin, je le fais pas tellement, mais comment est-ce qu'on pourrait augmenter notre carnet de contacts? Je sais pas, mais genre aller dans des trucs d'entrepreneurs, des networking. Je veux dire, moi, tout bêtement, je filmais pour le cercle dynamique. C'est un cercle d'entrepreneurs. Okay. Là, évidemment, tu as toutes les personnes à rencontrer parce que c'est des entrepreneurs, des jeunes comme toi, donc tu peux facilement te faire pote avec eux. C'est là que sont les opportunités. Quoi. Et encore une fois, c'est pas une question de chance, tu l'as provoqué vu que tu peux bouger. Et tu peux rencontrer des personnes très utiles entre guillemets à ton projet en soirée, mais je veux dire, si tu vas dans des trucs spécifiques aux entrepreneurs, ce sera sûrement plus efficace. Oui, c'est ça. Tu as déjà des gens qui ont leur projet et qui ont aussi des connaissances dans ce domaine-là, donc ça va de fil en aiguille, quoi. C'est quoi le matériel que tu utilises toi, pour réaliser tes vidéos? Mais moi, j'ai une grande règle, c'est que il y a toutes ces boîtes de production qui ont vraiment des caméras gigantesques, des tonnes de matériel, etc. Moi, j'ai un sac. Et ce sac, il me suit partout, je l'ai tous les jours avec moi. Enfin, je ne l'ai pas aujourd'hui, mais normalement, je l'ai tous les jours avec moi.
Et mon but, c'est que mon matériel que j'utilise sur n'importe quel projet rentre dans ce sac. Ok. Et donc j'utilise une caméra semi-professionnelle, enfin du matériel qui rend, qui donne très très bien, mais qui est très petit, très léger. Tu es partisan du keep it simple alors. Ouais, vraiment rapide, efficace. Et surtout que dans les projets que j'ai, je dois vraiment déballer mon drone en 30 secondes, sortir ma caméra, t'es déjà en retard, tu l'as même pas encore sorti, donc t'as intérêt à être plutôt rapide. Ouais. Donc voilà, je le garde simple, je le garde dans le semi-professionnel, donc ça coûte pas trop non plus. Donc ça reste, c'est un investissement, mais je pense que n'importe quoi. En fait, j'ai pas envie de terminer, de m'acheter une caméra qui me ruine. Ouais. Et de me dire, et de la garder 10 ans, et que le jour où il y a une nouvelle technologie, ah mais non, mais moi je suis mieux avec ma caméra cassette. J'ai plutôt envie d'avoir du semi-professionnel. Enfin, là c'est mon avis maintenant, peut-être que ça va changer, mais pour l'instant c'est d'avoir du semi-professionnel, de le changer tous les 2-3 ans, et de vraiment investir tout le temps dans mon matériel pour rester pour rester un peu au bout du jour. Une mise à jour. Comment tu fais pour te réinventer? Bon, ça fait pas longtemps. Est-ce que tu n'as pas peur de toujours. Est-ce que tu n'as pas peur que les gens disent ah ben ça c'est du Greg Zoué au final? Ça c'est plutôt bon signe s'ils me connaissent, mais au long terme, tu vois. Au long terme, oui. En fait, ça c'est difficile. Mais il y a surtout une part de matériel, parce qu'il faut dire le matériel évolue super vite. Donc si tu fais pas évoluer ton matériel, il y a un moment où tu te retrouves avec tes bonnes vieilles habitudes, donc tu vas faire tout le temps les mêmes sortes de plans. Mais c'est vrai que c'est très facile de tomber dans ce confort, de dire ah ben le mariage je sais comment on fait, ah c'est bon, je fais les mêmes plans que d'habitude, etc. Au final tu risques de t'ennuyer aussi, c'est tout le temps la même chose. Oui. Et la clé c'est de varier les projets et toujours être passionné par ton projet, parce que quand tu arrives à un mariage et que tu en as marre entre guillemets des mariages, tu cherches plus à faire le truc méga artistique qui va faire que ta vidéo c'est vraiment la meilleure. Alors que quand ça t'amuse, si tu vas à un événement, tu vas à n'importe quoi, bah tu t'arrives avec l'optimisme et te dire ah là j'ai vu un petit truc sympa que je vais pouvoir faire que j'ai pas encore fait. Donc tu n'as pas de recette de A à Z et tu dis ok je commence par ça. Non. Ok. Et surtout, et comment se renouveler aussi, c'est d'avoir des temps de pause. Ça va un peu dans la stratégie de, comme je dis non aux projets que j'aime moins, j'ai peut-être moins de projets. Donc ça veut dire que j'ai plus de temps de pause pour aller m'inspirer sur YouTube. Je veux dire, là je reviens des Philippines. J'ai passé des journées entières là-bas à mon hôtel devant mon ordinateur à regarder des vidéos YouTube sur vidéos YouTube. C'est pas ce qu'il y a. C'est marrant, mais à la fin t'en as marre. Mais au final, tu reprends le temps. De dire ah je vais apprendre un nouveau truc que j'ai encore jamais fait. Et quand j'ai commencé les vidéos, quand j'avais pas encore besoin financièrement de faire des vidéos, donc quand j'étais encore chez mes parents, c'est ça que je pouvais me dire. Je pouvais refuser les projets et passer mon week-end sur YouTube à apprendre After Effects, des nouveaux effets, etc. Et en fait, ce qui est difficile quand tu es en indépendant, c'est que tu dois dire ok, il faut que je garde ce rythme de continuer à apprendre et à prendre le temps d'apprendre, parce que sinon tu acceptes tellement de projets que tu n'arrives plus à suivre. Tu te renouvelles pas et puis au final tu te rends compte que la qualité de tes vidéos baisse, donc les clients sont un peu moins contents, tu as moins de demandes et donc tu es obligé d'accepter des projets que tu aimes moins et tu rentres dans un cercle. Donc il faut faire l'effort de tout le temps s'améliorer, tout le temps apprendre tous les jours. Prendre le temps. Moi je dis ça, c'est simple, je suis encore jeune, tu vois. Mais je pense qu'il y a toujours moyen. Au final, il faut garder ça, que ça soit dans tout secteur, il faut garder ça à l'esprit de garder si tu démarres un business de ta passion, tu dois dire ok, comment est-ce que j'ai pu transformer ma passion en business et comment est-ce que ça a fonctionné, tu vois, comment est-ce que ça a pu démarrer. Tu te dis ah mais c'est parce que quand j'allais à un projet, j'avais 10 idées nouvelles en vidéo, j'avais 10 nouveaux trucs. Et ça cartonnait, tu dois dire ok, je vais faire la même chose, je prends mon temps, j'apprends comme… maintenant je regarde des types qui ont 16 ans mais qui m'apprennent des trucs sur After Effects. C'est ça, il faut pas… Déjà il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, parce qu'alors tu finis d'apprendre et tu te dis finalement je sais tout, donc ton travail finit par perdre en qualité, mais surtout pas avoir cet ego de dire lui au final c'est un gamin,
Ah ouais, non, je suis là depuis plus longtemps que lui. Non. Parce que finalement, justement, quand tu es un débutant, tu ne sais pas comment le travail est fait. Et donc, tu n'as pas toutes ces barrières qui viennent te dire, ah ben non, c'est comme ça que le travail doit être fait. Ouais. Donc, tu viens avec ton imagination, en fait, et tu trouves de nouvelles manières de faire le travail. Donc, pas avoir cet ego de dire, ah ben non, lui, je le mets sur le côté, c'est un débutant. Ça, c'était ce que tu viens de dire, c'était aussi une de mes raisons pourquoi j'ai toujours nié les écoles de films, de vidéo. Ouais. C'est que c'était tellement une passion personnelle pour moi que je voulais que personne me dise comment cadrer, que personne me dise comment faire un truc. Ouais. Parce qu'au final, c'est tellement artistique que je sais pas, j'avais envie d'apprendre par moi-même et peut-être que j'allais faire un truc de travers, mais qu'au final, ça allait donner quelque chose de bien. Si mon œil le trouvait bien, ben, pourquoi ça? En fait, tu as suivi ta filière, donc tu n'as pas été un peu formaté par les écoles. Et donc, non, ça qui te différencie aussi. Ça, je voulais pas. Déjà aussi parce que je sais que toutes mes vidéos allaient toujours être axées réseaux sociaux et personnellement, moi, je me suis jamais vraiment bien informé, mais les écoles de vidéo, de films à Bruxelles, c'est plus axé cinéma, reportage, etc., documentaire. Moi, ça me parlait pas trop, donc. Ouais. Voilà, mais ça m'a permis de me dire, ok, non, moi je veux apprendre de mon côté sur YouTube ou par moi-même en prenant ma caméra et en essayant. Et puis, Self-taught, enfin auto-enseigné. Est-ce que tu es du genre perfectionniste? Est-ce que tu es du genre à te dire, ce plan-là, ok, il est bien, mais il n'est pas exactement comme je le voudrais? Est-ce que tu es du genre à refaire tout le temps le même plan pour que ce soit vraiment parfait? Ou tu te dis au final, bon, il est fait, c'est bien, next, on avance? La vie, c'est… Est-ce que tu es du genre à être bloqué par la perfection? Non, enfin dans le sens où dans le projet, si tu prends une vidéo en total, en global, je préfère que la vidéo soit uploadée en temps et en heure, qu'elle soit peut-être moins bien, mais qu'elle soit là, quoi. Okay. Et qu'elle soit faite et que je ne dois pas attendre 2 semaines avant de la ressortir. Non, je préfère que ça soit terminé le plus rapidement possible, de l'uploader en temps et en heure, que de me dire j'aurais peut-être pu faire ça. Non, je le ferai sur la prochaine vidéo. Ouais. Parce que sinon tu sors jamais. Parce qu'au final tu te dis tiens, je sais comment faire mieux. Donc au final ta vidéo continue d'être améliorée quoi. Ouais, donc, autant de dire tiens, je vais améliorer la prochaine que jamais sortir la première. Ouais, c'est ça. Parce qu'au final tu te trouves avec plein de vidéos qui sont t'as une courbe de progression. Ouais. Donc au final c'est tout bénef. Ouais. Encore quelques questions, je sais pas combien de temps ça fait. Allez, je te pose encore 3 questions. 2 questions. Pour toi, c'est quoi l'avenir de la vidéo pour toi? Est-ce que tu vois des nouvelles technologies qui arrivent? Comment est-ce que tu penses que ça va évoluer, ce domaine-là? Alors l'avenir de la vidéo, pour moi, ça restera toujours… je veux dire, on me pose souvent, oui, qu'est-ce que tu en penses de 360? Ouais. Pour moi, la réalité virtuelle aussi. Oui. Pour moi, c'est photo, vidéo, 360. Enfin, c'est un monde complètement à part. Ok. Donc ça prendra jamais la place de la vidéo parce qu'au final, faire en sorte que 360 degrés soit aussi intéressant que 90 degrés en vidéo normale, c'est très difficile. Oui, c'est ça. Donc c'est vraiment un monde complètement à part. Donc je veux dire, pour moi ça restera toujours la vidéo en tant que telle. Peut-être que tu auras des améliorations 3D, 360, mais c'est quelque chose de différent. Et maintenant, le futur de la vidéo, pour moi c'est en plein boom, ce secteur est en plein boom. Maintenant, c'est les réseaux sociaux qui prennent la place sur les pubs, sur n'importe quoi. C'est flagrant, mais franchement, je ne sais pas prédire. Ça peut prendre tellement plein de directions. On ne sait même pas si YouTube sera encore vivant dans 3 ans. Maintenant, c'est impensable. Ça peut aller très vite. Aujourd'hui, ça paraît impensable. Mais… Ça peut aller très très vite. Donc voilà, peut-être ça va durer, peut-être ça va pas durer. On ne sait pas. Moi, je ne sais pas. Je sais juste que voilà, la vidéo avec une caméra entre guillemets basique, je pense que ça a encore quelques années devant elle, mais ça peut encore changer. Ça peut changer. C'est hyper volatile, hein, mais ton grand objectif du moment, c'est quoi? Est-ce que tu vises? Où est-ce que tu veux aller pour l'instant, au long terme? Ben en fait, c'est mon objectif un peu depuis longtemps. C'est mon objectif un peu. J'aime pas trop le partager d'habitude, mais une exclue. En fait, c'est quand tu fais des vidéos pour moi. Quand je fais des vidéos pour moi, j'adore tellement. Je peux passer tellement de trucs et j'apprends tellement plus de trucs qu'après je peux appliquer sur mes vidéos corporate entre guillemets. Que j'ai vraiment envie de me concentrer là-dessus et vraiment d'avoir cette partie Facebook, réseaux sociaux où je publie très souvent, le plus souvent possible, et à côté
cette partie corporate où ça me permet quand même, enfin je veux dire, où il faut quand même que je gagne ma vie un minimum. Mais mon but ultime, clairement, c'est de plus devoir faire ces projets corporate. Ok. Peut-être que j'y arriverai, peut-être que j'y arriverai pas, j'en sais rien. T'as un objectif, t'as un cap. Voilà. Là, je vais faire en sorte que je vais essayer de prendre les opportunités, je vais mettre en position pour que ça le fasse. Là, ça a commencé. Enfin, je me mets 1 an pour le faire. Ça a commencé début août et donc je ralentis mes projets corporate. Je prends vraiment. En fait, c'est bénéfique pour moi parce que ça me permet de vraiment rejeter les projets médiocres entre guillemets pour vraiment que accepter les projets que j'adore. En même temps, donc j'ai beaucoup plus de temps pour moi et tu vois. C'est less is more, c'est exactement ça. Je fais moins, mais principe du 80-20. Je fais du meilleur travail, donc ça rapporte plus, ça me permet d'avoir plus de temps libre, donc de me permettre de plus faire des vidéos pour moi. Et voilà quoi. Simple. Dernière question, celui qui nous écoute et qui veut se lancer, quel conseil tu lui donnes pour démarrer? En général? Oui, en général. Voilà, j'ai un projet. Qu'est-ce que tu me conseilles pour que je commence? Ton plus grand conseil, la chose que tu as apprise dans ton parcours? Je le dirai toujours, mais il faut sentir les choses, quoi. C'est le seul. Faire. Vraiment, en vidéo, je veux dire, tu peux passer 150 heures à regarder comment faire une vidéo, mais tant que tu n'as pas fait une vidéo, si tu as un projet, teste ton marché par des tout petits trucs, mais fais quelque chose, quoi. Et on s'en fout si c'est pas parfait. Si ton site il est pas parfait, on s'en fout. Sors un site, vois si ça fonctionne. Ça fonctionne pas, c'est pas parce que ton site était mauvais, c'est parce que ton concept, ça peut, mais je veux dire, dans le carré du temps, c'est… Si ton idée est bonne, même si la réalisation n'est pas parfaite… Fais-le, quoi. Fais et sens les choses. Ok. Merci Grégoire. Avec plaisir.